Je reçois aujourd'hui avec grand bonheur le comédien-chanteur Jean Maheu qui vient nous parler de L'Homme de la Mancha, comédie musicale mise en scène de manière efficace et ingénieuse par René Richard Cyr, présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 9 novembre prochain. Jean Maheu, je vous fais une confidence tout de suite. Oui. J'ai quasiment perdu la voix samedi en venant vous voir, tellement j'ai crié bravo. Et là, je me suis abstenue de parler hier pour pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Ah, bien. C'est fabuleux. Écoutez, il n'y a qu'un mot, c'est magique, c'est extraordinaire. Qui a eu cette idée de remonter L'Homme de la Mancha? Ça, c'est le metteur en scène René Richard Cyr. Avez-vous dit oui tout de suite, 10 ans plus tard? Je l'ai pas dans l'instant. J'ai Non. demandé un peu de temps de réflexion, peut-être poser certaines conditions, mais enfin, c'était pas des conditions si sérieuses que ça, mais je voulais m'assurer qu'on aurait un vrai temps de répétition, puisque ça faisait longtemps qu'on l'avait fait. Parce que des fois, on reprend un spectacle et on remonte ça assez rapidement parce que c'est pas nécessaire de tout refaire un processus de répétition, mais cette fois-là, je trouvais que c'était nécessaire parce que techniquement, j'avais à tout revoir, moi. Comme Des choses simples comme placer la voix comme il faut. Oui. Parce que passer du parler au chanter, ça a ses exigences. J'ai fait ce spectacle-là plus de 160 fois avec fougue, en me fiant à ma nature et tout ça, mais il arrive un moment, si tu veux assurer, puis si tu veux aussi passer à une autre étape, à une autre manière de jouer, je dirais, ben il faut que tu prennes les moyens. Alors j'ai eu quelque chose comme 15 mois devant moi pour tout reviser et je l'ai fait. Mais le Jean Maheu de 2019 versus celui de 2009, Ouais. vous l'avez abordé comment, votre personnage de Don Quichotte? Est-ce qu'il est différent de celui que les gens ont vu au Centre culturel de Joliette en 2002? Ah, je saurais pas dire, mais je pense que pour l'essentiel, non. Mais j'ai voulu me donner la possibilité d'approfondir un peu plus et peut-être de faire une meilleure place à Cervantes. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'étais bien trop jeune pour jouer ça. À l'époque? Oui, je trouve. Et je l'ai fait de tout mon cœur parce que Don Quichotte, c'est un personnage que j'adore. De par son humanisme, la philosophie. Mais là, c'est en approfondissant ça un peu et en allant voir plus loin avec Cervantes. Là, je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment quelqu'un de... C'est un humaniste qui était beaucoup inspiré par Erasme aussi, et son éloge de la folie, tout ça. C'est comme un peu ma lecture de chevet, là. Je reviens à ça, puis je m'amuse beaucoup. Et je découvre aussi l'humour qu'il y a dans le personnage de Cervantes, cette fois-là. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose pour vos compères sur scène? Ben, tout le monde a mûri, Oui. et tout le monde est redoutablement plus efficace encore que ce qu'on avait, parce que, je veux dire, on l'a joué, mais justement, reprendre un spectacle qu'on a autant joué, sur tous les plans, il y a de l'amélioration pour chacun. Puis moi, je vois ça dans mes partenaires immédiats. Puis même, je vais vous dire que je relisais la pièce donc pendant cette année de réflexion et tout ça. Puis là, j'entendais les répliques que mes camarades donnaient, puis tout ça, dans ma tête, là, je veux dire, dans mon souvenir. Et je me suis tellement amusé. Chose que je pouvais pas faire quand on jouait, évidemment, parce que j'étais... comme dans un état de... je dirais pas de panique, là, mais en tout cas, il y avait... je trouvais ça très exigeant, très difficile. J'avais toujours peur d'oublier quelque chose en détail, de pas être là au bon moment, puis... parce qu'il y a toute une machine qui tourne autour de toi, là. Ces gens-là, c'est pas des deux de pique, hein, comme on dit. Oui. Ils sont très bons, tout le monde, et ils ont tous tenu des rôles importants ailleurs, et là, si tu veux pas rater le coche, là. Et là, pour arriver à une certaine détente, puis apprécier cette fois-ci là, la série de spectacles qu'on va faire, bien, justement, c'est pour ça que je voulais tant travailler sur ma préparation. Mais au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tout spectacle présenté à Montréal devrait être représenté pour être dans le même état d'esprit que vous. Ah ben ça, c'est ce que les acteurs souhaitent toujours. Oui. Parce qu'on voudrait que ça vive. On a toujours un petit peu le sentiment de ne pas avoir rejoint tous ceux qu'on devrait rejoindre avec un spectacle. Mais là, dans le cas de l'histoire de Don Quichotte, ce livre, deuxième best-seller après la Bible... Oui, c'est incroyable. C'est pas pour rien. Je veux dire, c'est la capacité, la possibilité de rejoindre tout le monde. Alors, le titre du roman de Cervantes, on va le donner, c'est L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, qui a été publié en 1605. L'avez-vous lu? Oui. C'est comment?
Ah ben, mais, non, mais moi, je me suis amusé follement. Oui. C'est hors norme. Autant que ça? Ben oui, oui, moi je trouve, en tout cas. Puis surtout quand tu arrives dans le deuxième tome, là, c'est encore plus drôle parce qu'il a écrit ça 10 ans plus tard, un peu sous la pression d'un autre qui avait écrit une deuxième partie parce qu'on la lui réclamait. On voulait la suite des aventures de Don Quichotte. Et alors Cervantes, il voulait pas, il disait non. Puis tout à coup, il y en a un qui l'a fait. Et, quand il a pris connaissance de ça, il était froissé et il a écrit ce deuxième tome. Mais là, on est dans le théâtre, dans le théâtre. En tout cas, il inclut même cette version-là de l'autre auteur pour dire que c'est pas vrai ce qu'il a raconté. En fait, la vraie histoire, ce qui s'est vraiment passé, c'est ceci, cela. En tout cas, c'est très amusant. Alors, Cervantes, c'est un esprit brillant, c'est un self-made man. Il a eu une vie incroyable aussi de mercenaire, emprisonné. Il était soldat. Il a vraiment connu les cellules comme il y en a une dans le spectacle. Et, enfin, l'Inquisition, tout ça. Il a eu affaire à tout ça, là, lui, pour vrai. Est-ce qu'on pourrait dire ou aller jusqu'à dire que Cervantes et Don Quichotte ne font qu'un? Ben, c'est difficile de les dissocier, en tout cas. Oui. Parce que ça part quand même du fait réel que vous venez de mentionner. Il a été emprisonné. Oui, je pense qu'il a bien récupéré toutes sortes de choses, mais quand on s'attache uniquement aux aventures de Don Quichotte, je pense que Cervantes s'amusait beaucoup des gens qui lisaient des romans de chevalerie et qui... en fait, il est parti de ça. Là. Lui, c'était comme un truc qu'il a écrit comme ça, puis en fascicule. Hein. Je crois que ça s'est écrit progressivement. C'est pas d'un coup, là. C'est pas une œuvre qui est sortie d'un coup. Mais je veux dire, sa nature ressort dans tout ça. Oui. Et là, c'est Dale Wasserman, là, il faut le dire. Là, c'est l'auteur new-yorkais qui a bien récupéré tout ça, qui a bien récupéré cette vie de Cervantes et les aventures de Don Quichotte, qui sont là pour distraire les co-détenus. Et il les prend à partie, c'est-à-dire qu'il les inclut dans le jeu. Moi, je trouve ça très habile de la part de Dale Wasserman. Mais cette comédie musicale nous fait du bien. Ouais. À tous les niveaux. Parce qu'elle met de l'avant, je trouve, le rêve, l'imagination, le possible, comment se désennuyer, comment réussir à oublier à un moment donné où est-ce que tu es et qui tu es. Ouais. Et je trouve ça très fort. Il y a ce côté-là qui est comme une espèce de fuite aussi, des fois du réel trop lourd, mais il y a aussi, je trouve, une responsabilisation par rapport à l'espoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas... L'espoir, c'est pas quelque chose qui t'arrive de l'extérieur nécessairement. Il faut que tu le nourrisses, cet espoir-là. Puis c'est à ça qu'il s'applique Cervantes et Don Quichotte, je dirais, dans la pièce. Oui. Alors, vous êtes 9 sur scène. Oui. Si vous me permettez, je vais nommer Absolument. les gens qui vous accompagnent. Oui, ils sont tellement... Et la plupart jouent plusieurs rôles aussi. C'est ça. Donc, il y a vous, en Miguel de Cervantes et en Don Quichotte. Sylvain Scott, qui vous suit de très près, votre valet, et dans le rôle de Sancho Panza. Evelyne Gélina, qui a une voix mais superbe, qui joue plusieurs rôles, dont celui de Dulcinea. Stéphane Côté, Stéphane Brulotte, Michel Labonté, Roger Larue, Sylvain Massé et Joël Bourdon. Oui. La seule qui n'était pas à l'origine dans ce spectacle parce que c'était Catherine Vidal. Voilà. Mais maintenant, elle est plus rendue metteur en scène. Oui. Et elle va proposer d'ailleurs Les Amoureux de Goldoni au Théâtre Denis Pelletier au mois de novembre. Donc peut-être que c'était trop pour elle. Je pense que oui. Mais quelle équipe! Et en plus, les musiciens sont sur scène. Oui. Ah oui, c'est ça. Puis en plus, il faut dire que toute la production, c'est les mêmes. Voilà. À la scène, aux éclairages, les costumes, tout le monde est revenu là, d'une manière très enthousiaste. C'est ce que Richard me disait au téléphone là, il y a 15 mois. Il dit, tu sais, tout le monde veut... Tout le monde est... Il s'agit juste là, que tu dises oui, là, parce que... Là, je dis, ouais, d'accord, mais là, écoute... je peux pas dire que je me voyais facilement reprendre ça. Ça a voulu dire, bon, je l'ai déjà dit, là, en tout cas, mais une bonne mise en forme aussi, tout ça, et c'est reparti. Mais l'idée de retrouver tout ce monde-là, c'était irrésistible aussi. Je veux dire, ça fait partie de la décision, parce que je savais que ça serait extraordinaire. Mais il n'y avait pas un danger. Il y en a toujours. Non, mais le danger, moi, je me suis dit, peut-être qu'ils vont aller vers la facilité, parce que quand tu connais ton équipe, quand tu connais ton texte, qui doit quand même revenir d'une manière ou d'une autre assez facilement à un moment donné, peut-être même la gestuelle et tout. Est-ce que de se complaire dans ce que l'on a déjà fait, il n'y a pas un risque aussi? Le risque est là tous les jours, tous les soirs. Oui. Ah oui, c'est sûr.
Et le public doit vous nourrir parce que, écoutez, moi, l'après-midi où j'y suis allée, ça riait. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer. Je vous en veux à mort. Non, mais c'est incroyable. Dès qu'il y a eu la mélodie qui commence, toutes les mélodies, mais c'est tellement beau ce qui se dit. Oui. Et les arrangements qu'on peut pas faire autrement. Et là, ça m'amène à vous parler de Jacques Brel. Oui. Qu'est-ce qui l'a amené en 68 à traduire ce texte, mais en plus à le monter et à le jouer lui-même alors qu'il ne jouait plus et qu'il ne chantait plus depuis 2 ans? Est-ce qu'on le sait? Ah ben, j'imagine qu'il, comme tout le monde, hein, il a été séduit. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est sa femme qui lui a dit, écoute, là, il faut que tu vois ça, il faut que tu t'appropries cette œuvre. Elle l'a amené sur Broadway. Et puis là, il a fait, oui, moi, je veux faire ça. Enfin, c'est ce que je connais comme histoire. Peut-être que c'est pas absolument exact. Donc, il a demandé les droits et tout ça, mais ce qu'on lui a dit à New York, c'est, oui, M. Brel, vous allez passer une audition. Non! Pour vrai? À Jacques oui, Brel? ça, moi, je ne reviens pas. Mais alors, il a passé l'audition, puis bon, bien sûr, ils lui ont cédé les droits en français. Il a fait ce travail-là. Là, c'est là qu'on entre dans l'étape importante, c'est que Jacques Brel s'est tellement bien approprié ça. Je dirais que, je ne sais pas c'est quoi la proportion du public qui pense que c'est une œuvre de Jacques Brel, mais la quête, on dit la quête de Brel, hein, enfin, c'est... Tout le monde pense que c'est de Jacques Brel, mais il l'a traduit. Mais il n'a pas simplement traduit, il l'a adapté, il a mis ça dans l'esprit de la langue française, avec tout le phrasé musical, toutes les chansons. C'est pas pour rien que ça nous touche autant, c'est parce qu'il a réussi à phraser ça correctement sur la musique, les accents toniques, enfin plein de détails qui font que ça coule de source, parce que c'est différent de l'anglais. La version anglaise, l'esprit n'est pas le même à cause de la langue, à cause de, tout ce qui vient avec une langue. Et donc, le génie de la langue française est là dans L'Homme de la Mancha. C'est génial, ça. Mais moi, si je me fie à ce que les gens disaient comme commentaire à la sortie du Rideau Vert, c'est exactement, ça va dans le sens que ce que vous venez de dire. Les gens pensaient sincèrement que c'était des compositions de Jacques Brel. Oui. Donc ça, c'est quand même un compliment parce que absolument, c'est une force. Oui, c'est une force et c'est un excellent outil de travail pour nous, là. Alors, on n'a pas soucié de phraser, de compenser. Enfin, il n'y a rien de ça, là. Il faut s'abandonner, entrer là-dedans. Et bon, puis après ça, tu te dis, moi, ce que je disais à l'époque, quand on a commencé, c'est on va en faire une version québécoise. J'étais très ambitieux et tout ça, et excité par le projet. Je pense que c'est le cas. De toute façon, Richard a travaillé à sa mise en scène dans ce sens-là. C'est-à-dire, pas se dire qu'il faut que ça soit québécois. Ça va être québécois, c'est fait ici. Mais on a une signature là, avec le projet, puis je crois que ça doit rejoindre à quelque part aussi les gens. C'est sûr que ça rejoint les gens, si on se fie à la réaction du public. Oui, je comprends. Mais c'est une part de ce qui se passe là, pendant une représentation, là, ce qui fait le théâtre. Comme quoi. Alors là, Jean Maheu, les gens ont jusqu'au 9 novembre prochain pour aller voir L'Homme de la Mancha au Rideau Vert, mais vous n'arrêtez pas votre travail puisque vous allez avoir une lecture au Quai-Dessous. Oui, d'un projet personnel qui s'appelle Jean à François à Berthold. Je suis parti de chansons de l'Opéra de Quai-Dessous que j'aime beaucoup. Pour faire une histoire courte, je suis entré dans la poésie de François Villon, qui a été, ça je ne savais pas, mais d'une grande influence pour Bertolt Brecht, pour l'Opéra de Quai-Dessous. Et il y a beaucoup de chansons qui sont écrites ou calquées carrément sur des poèmes de Villon. Et en entrant dans cette langue de Villon, veut pas, il y a des résonances québécoises là-dedans. Et là, j'ai voulu m'approprier tout ça, puis attacher tout ça. Alors, je me suis mis à écrire des choses. J'ai des chansons, j'ai des poèmes aussi qui s'ajoutent à tout ça. Donc, c'est à peu près un tiers. Mais je voulais aussi rendre hommage à ces auteurs-là et parler, en quelque sorte, de la trajectoire de la langue française, de la France du Moyen-Âge jusqu'ici, où est-ce qu'on s'en va, etc. Donc, on ira vous entendre le 15 décembre à 15h. Oui. Et moi, je vous réinvite tout de suite, puisque vous allez avoir un rôle dans Néligan au TNM à partir du 14 janvier 2020. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir.